L'armée russe accélère, l'armée russe enchaîne les victoires dans l'est du pays, c'est-à-dire dans le Donbass. C'est la fameuse phase 2 de la guerre. Au début, c'était tout le pays. L'armée russe a échoué et on a dit on a surestimé cette armée russe. Et quand la phase 2 a commencé, on s'est dit l'armée russe n'y arrivera pas plus. Eh bien si, elle y arrive cette fois. On l'avait sous-estimé visiblement, cette armée russe. Parce qu'encore une fois, alors je vois que vous n'êtes pas d'accord, Général Trinquant, mais vous allez réagir, parce que visiblement, les déconvenus de l'armée ukrainienne se succèdent. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Pour en parler, parce qu'encore une fois, les événements s'accélèrent, grand reporter et essayiste. J'ai le plaisir d'accueillir Anastasia Kirilenko, journaliste d'enquête indépendante russe, co-réalisatrice du document Poutine, la mafia et la Russie. Ça fait des années, on le dit à chaque fois, Anastasia, que vous enquêtez sur Vladimir Poutine, sur l'oligarchie, sur la propagande russe également. Le général Dominique Trinquant est avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Louis, restez avec nous. Pourquoi aujourd'hui dit-on que les événements s'accélèrent? Parce que depuis quelques heures, depuis 24 heures, oui, il y a un mouvement très net sur le terrain. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'armée russe avance. Il y a bel et bien une accélération. Et oui, on peut résumer cette accélération en une seule phrase. Moscou contrôle aujourd'hui toute la région de Louhansk, cette moitié nord du Donbass, soit près de 27 000 kilomètres carrés. Après avoir pris Severodonetsk, plus de 110 000 habitants il y a 15 jours, c'est la ville voisine de Lysychansk, 95 000 habitants avant la guerre, le dernier verrou de la région que les Russes ont conquis hier soir. Cette victoire n'est désormais plus contestée côté ukrainien. Continuer la défense de la ville aurait eu des conséquences fatales, a expliqué hier soir l'état-major de l'armée ukrainienne, armée qui s'est retirée de la ville. Très vite, le drapeau soviétique a été hissé un peu partout dans Lysychansk par des soldats russes et leurs alliés tchétchènes, ici par exemple sur une place du centre-ville ou encore sur le bâtiment en ruine du conseil municipal. Des scènes qui rappellent la prise de Mariupol il y a 1 mois et demi ou encore plus récemment, je vous le disais, celle de Severodonetsk. Pour seule réponse, les Ukrainiens des faits en sont réduits à afficher ce genre de message sur les réseaux, sous le panneau de Lysychansk, qu'ils ont écrit « Nous reviendrons ». L'autre information de la journée, Fanny, c'est que on disait, et même les services de renseignement américains disaient que l'armée russe avait fourni un effort énorme pour conquérir Severodonetsk, et c'est évidemment le cas pour Lysychansk aussi, et on pensait qu'il y aurait une pause. Les renseignements américains nous disaient qu'il y aura vraisemblablement une pause. Cette armée russe, elle est à bout. Et bien finalement, les troupes de Moscou n'entendent pas s'arrêter là. Et oui, Vladimir Poutine l'a confirmé lui-même tout à l'heure à la télévision russe, l'opération continue. А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», мы должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. La cible désormais pour les Russes, c'est effectivement l'autre moitié du Donbass, la région de Donetsk, dont ils contrôlent déjà environ 50%. Cible donc à commencer par les deux grandes villes siamoises de Sloviansk et Kramatorsk. Sloviansk a surtout une importance symbolique, mais Kramatorsk est le centre administratif et politique, la capitale des Ukrainiens dans le Donbass. Si les deux villes tombent, David, c'est tout le Donbass qui sera aux mains des Russes. Hier, les bombardements ont redoublé sur Sloviansk. Les troupes russes ne sont plus qu'à 10 km, juste de l'autre côté de la rivière. Et pour la première fois, les autorités appellent les habitants encore sur place à s'enfuir. La question qui se pose maintenant, David, c'est de savoir si les Russes en ont les moyens. L'armée de Vladimir Poutine l'affirme. Elle met d'ailleurs notamment en avant ces reportages qui montrent des vidéos de réparation de chars ou encore de matériel militaire divers. Merci Fanny. Général Trinquant, je me tourne d'abord vers vous. Je vous voyais faire la moue, mais enfin, depuis des jours et des jours, on prend ces avancées russes avec circonspection en disant oui, mais c'est de toute petite partie du territoire qu'ils grignotent. Au final, ils ont conquis un des deux oblasts, comme on dit, une des deux régions du Donbass, et ils ne s'arrêtent pas, et ils continuent. Oui, mais vous m'accorderez que sur ce plateau, depuis plusieurs semaines, je dis que les Russes ont enfin réalisé la bonne stratégie, c'est-à-dire la concentration des efforts, l'unité du commandement, après avoir échoué sur le grand front qui allait de Kiev à la mer d'Azov, et que par cette manœuvre, ils allaient pouvoir concentrer les efforts et progresser. Ça, c'est le premier point. Donc c'est la bonne stratégie. Donc c'est le cas. La deuxième, c'est qu'ils avancent lentement, mais ils avancent. Et ils avancent toujours. Et donc là, aujourd'hui, les Ukrainiens se sont défendus férocement à Severodonetsk. Et je rappelle que le gouverneur de Louhansk avait dit il faut que nous abandonnions il y a 4 ou 5 semaines. Kiev lui a interdit, en gros, de faire ça. Donc ils ont continué à combattre et ont perdu, ça c'est les renseignements britanniques qui le disent, jusqu'à 500 hommes par jour dans ce combat-là. Et donc, quand ils ont décroché de cette position-là, ils sont allés à Lysychansk, et là, le commandement ukrainien, apparemment, a pris la décision
de se retirer parce qu'ils ne voulaient pas avoir les mêmes pertes. Maintenant, la question qui se pose. Moi, la question que je vous pose directement, est-ce qu'il y a le feu à la maison? Voilà. En ce qui concerne le Donbass, je ne parle pas de l'ensemble de l'Ukraine, mais cette phase 2 de la guerre. J'allais y répondre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est les Ukrainiens ont-ils eu le temps d'organiser une deuxième ligne de défense avec des moyens frais en combattant, avec des moyens en matériel qui arrivaient et qui ne pouvaient pas être envoyés de la région de Lysychansk, qui seront concentrés dans cette région-là, c'est la première chose. Donc, capacité des Ukrainiens de résister. Deuxième point, usure de l'armée russe. Parce que l'armée russe avance, mais elle s'use au fur et à mesure. Oui, mais il n'y a pas de pause dans les combats. Tout le monde s'attendait à ce que l'armée russe ait besoin de souffler, ait besoin Mais de reconstituer ses troupes. J'attends de voir dans les jours qui viennent. J'attends de voir Ils dans sont les à jours 10 qui viennent. km de Parce Sloviansk. que, si vous voulez, les Russes, ils ont deux possibilités. Soit ils profitent, ils exploitent la victoire. Exploiter la victoire, ça veut dire continuer à enfoncer et pousser l'épée dans les reins les Ukrainiens qui reculent. Ça, c'est une première possibilité. Ils sont à Deuxième 10 possibilité, ils n'en ont pas les moyens parce que leurs troupes aussi sont épuisées, que l'artillerie qui a écrasé Severodonetsk, manque de munitions, manque d'équipement, etc., a besoin de se reconcentrer, et ils ne sont pas capables de faire ça, et donc ils laissent du temps aux Ukrainiens pour se réorganiser. Donc là, moi, je ne suis pas dans l'état-major ukrainien, ni russe, et donc je ne suis Mais pas général. capable, mais je ne fais qu'une analyse et des Là- appréciations de situation. Les Ukrainiens eux-mêmes nous disent que les Russes sont à 10 km seulement de Sloviansk et qu'eux-mêmes demandent à tous les civils de quitter la ville de Sloviansk. Oui, mais ça, soyons honnêtes, ils l'avaient dit dès le départ. Ils avaient dit pour le Donbass, toute la population doit partir. Ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu à Severodonetsk. Parce que tout simplement, aussi, il faut qu'on le réalise, il y a des Ukrainiens qui préfèrent rester parce qu'ils attendent les Russes. Il y en a aussi. Bien faut sûr, le il dire, y en a. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, ils réitèrent cet appel à quitter les villes, parce que ces villes vont être, comme Severodonetsk, soumises à des bombardements épouvantables, et il ne faut pas que les populations restent que dans ces villes. Moi, je me souviens quand même qu'avant Severodonetsk, on disait vous allez voir, c'est pas demain la veille qu'ils prendront Severodonetsk et puis Lysychansk. Ils ont mis un mois, derrière. hein. Ils ont mis un mois. Enfin, Vincent, est-ce que pour vous aussi la guerre est en train de connaître une accélération dans le Donbass? Alors d'abord, un conflit de haute intensité comme celui-là n'est jamais totalement un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens reculent que les Russes triomphent. Il est parfaitement clair qu'on vient de vivre une séquence qui est douloureuse pour Kiev. Il y a là des pertes significatives, symboliques et territoriales. Le nier serait inepte. Pour autant, il faut mesurer, là encore, le combat de deux épuisements. Bon, on mesure chaque jour, et on le fait ici depuis un certain nombre de semaines, les indices d'usure du côté ukrainien, mais ça ne signifie pas que dans la régénération des forces côté russe, tout se passe pour le mieux. Je vous interromps, Vincent. Depuis le début, on nous dit on fait beaucoup moins cas de l'humain côté russe que côté ukrainien. Vous êtes fatigué, vous êtes crevé, on se sert de vous comme de la chair à canon. Eh bien, allons-y, on continue quand même côté russe. Oui. Donc, est-ce que ça, est-ce qu'il n'y a pas une inégalité là entre les deux armées? Il y a une inégalité très claire en termes de potentiel d'artillerie et de munitions. Ça, c'est indéniable, même si il y avait un pari qu'avaient fait les Ukrainiens, un pari de ce qu'on appelle la défense de l'avant, c'est-à-dire une défense extrêmement active, presque agressive, pour tenir le plus longtemps possible, dans l'espoir et dans l'attente de l'acheminement des fameuses pièces de type lance-roquettes multiples modernes occidentaux. À l'évidence, ce pari-là a été perdu, du moins à ce stade. Mais encore une fois, pour autant, tout dépend. Vous savez, les stratèges russes, ou ce qui en tient lieu, ont fini par rouvrir leur manuel de stratégie au chapitre Joffre et au chapitre Clausewitz, la concentration des forces. Il a fallu du temps, mais ils sont arrivés. Bon. Mais il se trouve aussi qu'ils ont en phase 2 une hypothèse qui est celle de la constitution d'une ligne de défense durcie, comme disent les militaires, alors le long d'un axe qui est certes incertain entre une ville qui s'appelle Siviersk et une ville qui s'appelle Barmout. Il y a une autoroute stratégique qui est la E40. Regardons la carte alors, regardons la carte. Voilà, très bien. Donc en gros, ce dont je parle, ce sont en fait des villes qui dessinent un axe, notamment avec cette autoroute, un peu en amont de Sloviansk et Kramatorsk, qui sont à l'évidence les objectifs prochains. C'est-à-dire protéger toute cette zone assurée qui constitue encore le territoire contrôlé par les Ukrainiens dans cette deuxième région du Donbass que constitue le Donetsk. Voilà, alors il est parfaitement clair que s'il y avait un effondrement ou une percée aisée au niveau de cette ligne de défense-là, que les Ukrainiens sont supposés avoir préparé depuis des semaines maintenant, là, ce serait problématique. Mais ce qui est intéressant aussi, dans l'extrait que l'on voit de Poutine donnant des instructions pour poursuivre l'effort, c'est aussi chez lui cet art très particulier de donner une cohérence a posteriori à ce qui a été une suite d'improvisation. Alors c'est vrai, de moins en moins erratique, mais qui n'en demeure pas moins, par rapport aux objectifs initiaux, assez en deçà. Et j'ai dû citer Joffre au lieu de Foch. Oui, C'est bien Foch qui avait théorisé. Oui. Et Louis qui Slip est of très the tongue, attentif comme dit m'avait les relevé. Anglais. Voilà. Anastasia, Je corrige. ma question est simple. Est-ce que ces dernières heures, ces derniers jours, vous êtes particulièrement inquiète? Est-ce que vous vous dites peut-être que c'est en train vraiment de mal tourner pour nous dans le Donbass? Je ne parle pas de Kiev, de Kharkiv ou d'Odessa. Mais même dans Kharkiv, parce que la propagande russe
promet bien sûr d'avancer vers Sloviansk, Kramatorsk et aussi revenir à Kharkiv. Il y a aussi des voix qui se lèvent pour redire que les Ukrainiens et les Russes sont le même peuple, comme c'était au début de la guerre. La propagande fait son travail. Je pense qu'à la fois, on a beaucoup reproché aux Ukrainiens qu'ils n'avaient pas épargné leurs hommes. Et là, finalement, le président Zelensky dit que le plus important, ce sont les vies humaines. C'est pour ça on se retire, mais on va revenir. Donc, peut-être, je parle sous contrôle du général, mais peut-être il y a des raisons dans cela, il y a un espoir. À la fois, les Ukrainiens ne cachent pas qu'il manque de munitions, ils disent que de 10 jusqu'à 15% des munitions promises par l'Occident ont été effectivement livrées. Seulement 10 à 15%, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'était les chiffres récents, ce qu'ils disent les Ukrainiens. C'est peut-être pour ça qu'au début, ils résistaient plus en attendant plus d'armes. Et là, ils se préparent à une guerre longue. La Russie aussi se prépare à une guerre longue. C'est vrai, mais enfin, on a quand même vu des canons César à l'œuvre, on a quand même vu des canons 7,77 américains à l'œuvre. Tout ça, ce sont des canons de 155 mm avec une précision bien supérieure aux armes russes. Alors peut-être que ces canons sont en nombre insuffisant. C'est vrai que c'est long de former les soldats, mais ce qui peut inquiéter, dérouter un peu, c'est qu'effectivement, malgré ces armes, en tout cas pour l'instant, ça fait pas de différence. Non, en fait, je pense que c'est pas uniquement une question de moyens, mais il faut quand même considérer, bien voir que c'est un déluge de feu que utilise l'artillerie russe. Et ils envoient des obus parfois très anciens, qui ont 25-30 ans. C'est des pièces, il y a des experts militaires qui expliquent que ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu telle ou telle pièce d'artillerie. Et en face, effectivement, je rejoins ce que vous disiez à l'instant, l'armée ukrainienne a du mal, parce qu'il y a beaucoup de promesses de livraison d'armes et de munitions. Je prends un exemple, parce que je trouve qu'il est assez parlant. Il y a 10 jours, il y a Joe Biden qui a annoncé la livraison de 60 000 obus. Alors ça paraît énorme comme ça, mais en fait 60 000 obus, ça permet de tenir pendant 5 jours. En fait, c'est très faible. Et enfin, je dis ça en souriant, parce que on mesure pas en fait ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, effectivement, la Russie, avec son déluge de feu, en fait, c'est la stratégie des petits pas. Donc, en fait, ils gagnent 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Alors, c'est plutôt une rue, puis une autre rue. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, enfin, depuis maintenant 3 semaines jusqu'à aujourd'hui, c'est cette stratégie qui a permis à la Russie de continuer de grappiller du terrain, mais avec toujours cette même manière de fonctionner, qui est de tout détruire. Et donc, en fait, forcément, on ne se bat pas avec les mêmes armes. C'est-à-dire que quand vous êtes l'agresseur et que vous frappez comme ça avec un déluge d'obus, sans aucun souci de ce que seront les lendemains. Eh bien, de l'autre côté, en fait, il faut bien visualiser ce qu'est ce champ de bataille-là. En fait, l'armée ukrainienne ne peut pas faire la même chose que l'armée russe. C'est même pas pour une question d'éthique ou de morale, parce qu'en fait, elle est en défense, elle défend l'intégrité d'un territoire, donc elle n'a aucun intérêt à frapper avec le même déluge de feu des territoires qu'elle souhaite en plus récupérer. Donc, il faut bien avoir ça, je pense, en tête, parce que c'est pour ça que je dis, c'est pas uniquement une question de capacité à envoyer des tonnes et des tonnes de blé. Mais si vous voulez, on peut pas s'empêcher de se poser la question, et je me la posais hier. D'un point de vue militaire, on voit quand même qu'il y a un avantage en ce moment à la Russie. D'un point de vue économique, on n'a pas le sentiment pour l'instant que les sanctions infligées à la Russie produisent des effets notables. Il y en a sûrement, mais on n'a pas l'impression que c'est des effets notables. Et d'un point de vue diplomatique, cette fois, on a quand même le sentiment que les 2 tiers de la planète ne sont pas du côté occidental, mais toujours plus ou moins du côté russe. Donc on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le fil dans cette guerre? Quel est le point commun des 3 interrogations que vous venez de formuler, David? Le facteur temps. Et on le dit depuis le 24 février. Tout se joue dans la possibilité, le dur désir de durer, comme disait le poète, la capacité à tenir. Et là, il y a une interrogation. Car, encore une fois, le scénario ukrainien idéal, c'était de tenir suffisamment pour faire en sorte que l'on puisse d'abord équilibrer et, le cas échéant, inverser le rapport de force grâce à l'afflux d'un armement moderne et des munitions qui l'accompagnent. Mais on peut aussi remarquer que le scénario cauchemardesque, qui aurait été celui d'unités d'élite ukrainiennes piégées dans Severodonetsk, d'abord dans Lysychansk, n'est pas advenu. Alors il y a eu exfiltration ou évacuation plus ou moins ordonnée, mais il y a au moins, on a évité l'anéantissement de la crème de l'armée ukrainienne. Et sur le cas de Sloviansk que vous évoquiez tout à l'heure, l'évacuation des civils est dictée par le seul bon sens, puisque d'ores et déjà, ce week-end, vous avez eu un pilonnage qui a été fatal à plusieurs civils, le chiffre n'est pas confirmé, à plusieurs civils sur le marché central de Sloviansk. Donc maintenir des populations civiles là, c'est vrai. Mais si vous voulez, c'est toujours de cette manière-là que le scénario des conquêtes s'est déroulé étape après étape. Général Trinquant, quand on dit, et d'un point de vue militaire, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue diplomatique, on ne voit pas la progression se produire, on ne voit pas le rapport de force se modifier. Non, mais tout à fait. Mais sur le premier point, sur le plan militaire, tout à fait d'accord, c'est un problème de temps. Il y a une course contre la montre entre les Russes qui veulent peut-être exploiter la victoire qu'ils viennent de remporter pour bousculer la défense ukrainienne, et les Ukrainiens ont-ils eu le temps d'organiser leur défense ferme autour de Kramatorsk, etc. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur les 2 autres plans,
de toute façon, c'est du long terme. C'est du long terme. Ah oui, mais à Parce long que- terme, nous serons tous morts, comme disait Keynes. Non, je ne le pense pas parce que la Russie, c'est aujourd'hui, moi, vraiment ma conviction, c'est que la Russie, si elle arrive à prendre le Donbass complètement, elle va être dans un état d'usure tel que, à ce moment-là, le président Poutine sera heureux de clamer la victoire. Il sera heureux, pendant l'été, à l'automne, de dire « ça y est, nous avons libéré le Donbass ». Et là, ce qui va être très très dur pour les Ukrainiens, c'est que la Russie va s'installer en position défensive, comme elle le fait déjà dans la région de Kherson, qu'elle va annexer d'une façon ou d'une autre, référendum, je ne sais pas quoi, ces territoires, et dire maintenant territoire russe. Ce que, évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas accepter. Sauf qu'ils n'auront pas la capacité de bousculer les Russes hors de ces territoires. Bah, vous décrivez un scénario plutôt pessimiste. Non, mais c'est pessimiste, tout à fait, sur le moyen terme, parce que sur le long terme, moi je reste convaincu que la Russie va s'user économiquement, s'user moralement. La régénération des forces militaires russes, tout le monde vous dit, mais pas de problème, vous allez voir, les usines vont fonctionner. C'est faux. Aujourd'hui, les usines russes, en particulier dans le domaine de l'artillerie et des chars, fonctionnent grâce à la technologie que nous leur avions fournie. Sauf qu'on ne leur fournit plus. Et donc, ils ne seront pas capables d'avoir des chars avec des lunettes de vision. Donc à nocturne, moyen etc., terme, etc. pessimisme, et à long terme, vous dites, tôt ou tard, les sanctions produiront des effets. Je dis depuis le début, la Russie va gagner la bataille du Donbass. Oui, elle va perdre la guerre sur le long terme. Mais là où il faut être très attentif, c'est à tous les autres pays. Je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient, parce que ce sont eux qui, autour de nous, on a besoin d'en faire des alliés, donc qu'ils s'aperçoivent qu'on s'occupe d'eux, parce que, par exemple, pour les céréales, ils en ont besoin, donc il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on ait besoin de l'OPEP, parce qu'on a besoin d'avoir du gaz et du pétrole qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc tout ça, c'est du travail de très long terme. L'Inde a besoin des armes russes. Oui. C'est son fournisseur principal. L'Inde a besoin du pétrole russe. Elle est en train de reprendre le relais. Et la Russie casse ses prix pour son gaz et son pétrole à destination de l'Inde. Elle est en train de prendre le relais de l'Europe. Et donc de fournir les ressources à la Russie, qu'on lui fournit encore, mais de moins en moins. Simplement Donc, sur l'armement, elle ne peut plus compter sur l'armement russe. parce que là, les Russes n'ont plus rien à céder. Ils n'ont plus rien à... Et les Indiens viennent d'annuler justement un contrat d'hélicoptère, parce que quand ils ont vu les dégâts sur les hélicoptères russes en Ukraine, ça les a vaccinés contre le matériel russe. Oui. Je suis d'accord avec votre analyse, mon général. Moi, il y a juste peut-être une nuance, ça paraît absurde, mais tout ça fonctionne s'il y a encore une attention très forte de la part de l'Occident, de l'Union européenne, à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et si un nouveau conflit majeur commence à s'ouvrir, je ne sais pas, par exemple à Taïwan, dans l'Indo-Pacifique, eh bien, notre attention pourrait tout à fait être détournée vers une autre zone du monde. Et c'est terrible, parce que, vous savez, c'est le vieil adage, mais qui est pas très agréable en l'occurrence, c'est une actualité chasse l'autre. Et si demain, l'Occident se détourne de ce qui se passe en Ukraine. Et forcément, je regardais, il y avait des analyses sur Google, par exemple, les recherches sont beaucoup moins importantes maintenant sur toute l'actualité qui se passe en Ukraine. Si l'Occident se détourne de ce qui se passe, eh bien, Vladimir Poutine a peut-être de l'avenir en Ukraine. Anastasia, quand je disais d'un point de vue économique, d'un point de vue diplomatique, quand le général Trinquant dit dans le temps long, au bout d'un moment, la Russie va commencer à s'affaisser. Est-ce qu'encore une fois, bien sûr, il y a peut-être des raisons d'espérer, mais des raisons d'espérer à très long terme. Est-ce que ça vous rend pas inquiète, ça aussi? Oui, il faut rester extrêmement vigilant en ce qui concerne les sanctions. Je suis d'accord qu'à long terme, on espère en effet, surtout sur les armements russes, qu'ils n'arriveront pas à moderniser. Mais depuis 8 ans, les sanctions n'étaient pas efficaces. Siemens livre les turbines en Crimée, ils disent mais en fait on ne savait pas, c'est par hasard. Il y a plusieurs trous, plusieurs failles comme ça, vous avez mentionné. Et on dit que les sanctions n'ont jamais été aussi sévères. Les embargos n'ont jamais fait tomber les régimes. Non, le pétrole russe est en train d'être livré, même en Occident, Non, mais c'est vrai que ça sous pavillon de complaisance du Libéria. Et en fait, voilà, ça c'est très récent. Il y a des oligarques qui méritent d'être sanctionnés, mais finalement ils sont blanchis grâce aux lobbyistes en Occident. C'est l'histoire de la lutte des États de droit contre un État comme la Russie qui ne respecte rien et qui va utiliser tous les leviers. Mais vous qui connaissez très bien la Russie, est-ce que les Russes, la population russe, n'est pas, ou alors est-ce que c'est un cliché, dur au mal, au point que sanctions, toujours plus de sanctions, malgré tout, elle tiendra le coup parce qu'elle a été habituée à endurer les pires situations? Et ça, malheureusement, c'est vrai, les Russes ne sont pas contents. Le problème, c'est qu'on ne leur demande pas leur avis. Il n'y a pas de vraies élections dans le sens occidental du terme. En plus, la propagande tourne la situation en sa faveur en disant, regardez, en cours de la russophobie, les sanctions, il y en aura toujours. Parce que les Russes, maintenant, ils croient les pires théories de complot, comme quoi c'est le but de l'Occident de démembrer la Russie
pour s'approprier du gaz Oui. et du pétrole russe. Les privations Mais, sont une chose. L'arrivée de cercueils de zinc ou d'autres choses, de gamins qui ont été envoyés au casse-pipe sans savoir très bien quel était l'objet de ce combat, en est une autre. Donc on ne peut pas non plus écarter l'idée qu'à un moment donné, il y ait des fissures, y compris à l'intérieur de la société russe. Si on veut nuancer le Mais pardon paysage... Vincent, là-dessus, vous voyez, les mères de soldats, on a Oui, mais au début de la guerre oui. que c'est de là que viendraient peut-être les craquements de la société russe, quand les mères de soldats qui avaient vraiment une influence très forte au moment de la Tchétchénie en particulier, protesteraient. Et finalement, Oui, mais on a dit aussi, et ici même, très tôt en saison, David, que le contrôle sociopolitique, voire policier, sur les embryons de régénérescence, en quelque sorte, de ces mouvements Afghanistan-Tchétchénie, était infiniment plus féroce qu'à l'époque. Donc ça, on en avait conscience. Vous avez des femmes qui, aujourd'hui, s'expriment, des mères de soldats, mais anonymement ou sous pseudonyme, à cause de cela. Donc juste pour nuancer très rapidement le tableau, on focalise, et à bon droit, sur l'enjeu Severodonetsk, Lysychansk, etc., le Donbass, mais il y a d'autres fronts qui restent actifs. Et c'est vrai que Kharkiv reste une zone qui est extrêmement disputée, dans le nord, nord-est, très près de la frontière russe, que par ailleurs vous avez des avancées, alors certes symboliques, mineures, il ne faut pas du tout les surestimer, mais dans la zone de Kherson et de Mykolaïv, où les Russes ont quand même de grandes difficultés pour tenir leur position. Et n'oublions pas, là encore, le symbole l'emporte sur le stratégique, mais n'oublions pas la retraite de l'île des Serpents. Bon, en revanche, ce qui est très important, le général faisait allusion, et je termine là-dessus, c'est que dès lors que vous avez un contrôle relativement sécurisé, vous pouvez intensifier et accélérer les phénomènes de russification. Monnaie, le rouble, passeport, enseignement, justice, drapeau, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Fanny, etc. Donc là, ça va permettre effectivement aux Russes, en tout cas, d'ossifier toute cette partie-là pour rendre irréversible la conquête de ces territoires. on en parlait jeudi dernier, on montrait aussi que les réseaux de trains et d'autobus qui relient directement ces territoires à la Crimée russe, par exemple, ont été mis en place. Un dernier mot. Oui, juste un dernier mot pour aller tout à fait dans le sens du soutien des opinions et des sociétés occidentales. Bernanos, pendant la guerre de 14, disait pourvu que le derrière tienne. Et quand il parlait du derrière, il parlait de la société civile. Et est-ce que la société civile va considérer sur le long terme que le soutien à l'Ukraine n'est pas trop cher payé? Ça, c'est une vraie question. Et la mobilisation va être compliquée dans la durée. Ça, c'est une vraie question. Et quand les jours froids vont revenir en octobre et en novembre, on aura l'occasion On de voit que le développer président directement. Zelensky est bien conscient de ça, puisqu'il se mobilise tout le temps, il est très très médiatique, et il sait que son enjeu, c'est vraiment de maintenir la tension dans la durée. La phrase d'Emmanuel Macron à la Première ministre, vous devrez tenir, s'applique parfaitement au front ukrainien. Voilà, ça fait le pont entre les deux sujets du jour. Merci Vincent, merci Général Trac.